Les 22 lames majeures du tarot se placent en cercle. Les cartes de 1 à 20 forment la périphérie de la roue. Les deux dernières cartes, le monde, la carte numéro 21, et le mat, la carte numéro 22, se placent donc au centre. L'ordre des 22 lames correspond à l'ordre alphabétique des 22 lettres hébraïques. Ainsi le battleur, première carte, correspond à Aleph, première lettre. Nous allons voir dans cette vidéo les incroyables correspondances entre les lames du tarot, le sens symbolique des lettres hébraïques et la matrice hexagonale. Le battleur présente sur sa table 2 dés présentés ainsi au spectateur, en forme d'hexagone. L'hexagone est donc présent dès le début de l'aventure. Il est défini comme le maître du jeu, celui qui décide du hasard. Le chapeau imposant du battleur est en forme de 8. Il se croise en devenant le chapeau de la force, comme le A se croise en devenant le K. Ainsi, le battleur et la force vont ensemble. Le battleur est ouvert comme le A hexagonal. La force est croisée comme le K hexagonal. A et K se complètent dans le verso. Dans la roue du tarot, le battleur est diamétralement opposé à la force. De même, A et K sont des lettres opposées. Voici encore une coïncidence incroyable. La posture du battleur est large et ouverte, comme le A hexagonal. Sa tête, bordée de bouclettes, est arrondie. Elle s'intègre dans le simple hexagone du Capricorne. La papesse, bien assise, garde l'entrée du temple. Cette entrée est cachée par un rideau. La lettre bête signifie la maison, le temple, un espace interne dessiné dans le signe de la balance, ici en rouge. B, comme la papesse, exprime un monde hermétique qui contient un mystère bien caché. En effet, B se prononce la bouche bien fermée par les lèvres, aux joues bien gonflées. B est structuré par une croix, ici portée généreusement au cœur de la papesse. La lettre B hexagonale avec la croix est assise comme la papesse. À l'inverse de la papesse hermétique, l'impératrice est tournée vers le monde. Elle porte fièrement l'aigle, symbole de l'universalité, l'aigle du scorpion conquérant. Guimel est la lettre G, G, de la grandeur. Cette lettre est exclusive au scorpion qui s'impose dans l'impératrice de par son aigle. Voici une coïncidence incroyable, montrant et démontrant la justesse de la matrice hexagonale. Au dire des spécialistes du tarot, il s'agit d'un aigle mâle, appuyant l'aspect masculin de l'impératrice, ici exclusivement associé par la lettre G avec le scorpion, le signe symbolisant le sexe masculin. Alors il ne faut pas s'étonner si son sceptre est appuyé sur son sexe, ni de la présence d'une pomme d'Adam. L'impératrice serait-elle en fait virile, tel l'empereur? Elle porte un curieux triangle dans un carré. Ce triangle jaune, solaire, se retrouve dans le scorpion, hexagonal. Quand le scorpion devient la balance, la lettre G ici en rouge devient la lettre B, et le triangle devient un carré. La matrice hexagonale nous fait comprendre ainsi la proximité de la papesse et de l'impératrice, ainsi que celle de la lettre B et G, qui se suivent avec bête et guimel dans l'alphabet hébraïque. L'assise de l'empereur ressemble à l'assise de la papesse. Tournez tous les deux vers la gauche. On y retrouve une allure en chiffre 4. L'empereur est d'ailleurs la 4e lame. Les lettres latines B et D
se ressemblent, comme les lettres hexagonales B et D qui sont en forme du chiffre 4. L'empereur s'appelle aussi la pierre cubique. Il emporte son sceptre bien vertical, d'équerre avec son assise horizontale. Ses jambes en croix, en 4, renforcent cette idée d'équerre carré et de croix. C'est la stabilité du taureau, signe de terre fixe. En se mutant en scorpion, son signe opposé, la lettre D devient la lettre G, établissant alors la suite B, G, D, qui sont en fait les 3 consonnes occlusives sonores très fortes. Bugede, bugede, bugede. La lettre G de l'aigle scorpion est fermement tenue par les lettres féminines arrondies de la balance avec le B et du taureau avec le D. B, D, B, D. Ainsi, curieusement, la capitale de l'Irak, Bagdad, entoure la lettre G par B et D. Et son étymologie signifie justement la forteresse de l'aigle. Sans commentaire sur l'incroyable cohérence des traditions avec la matrice hexagonale. Ainsi, l'aigle volatile du masculin est fixé par la stabilité du féminin. Ainsi, l'empereur, avec sa lettre dure et autoritaire, D, s'assoit sur l'aigle, le scorpion étant le signe opposé au taureau. Cet aigle est une femelle. Elle couve un œuf. Ainsi, l'empereur serait en fait une femme, ce qui n'est pas étonnant vu que l'impératrice est en fait un homme. Son collier est en forme d'épi de blé, une référence à Déméter, déesse des moissons. Or, la lettre D se trouve aussi dans le signe de la Vierge hexagonale, associée donc aux céréales et dont la forme répartit des triangles sur un épi. Avec le pape apparaît 2 jeunes gens, l'un ayant la tonsure qui tourne en sens inverse de l'autre, comme dans une image en miroir. Ainsi, voici le signe hexagonal aux 2 possibilités symétriques, aux 2 images en miroir. Le bélier, signe le plus difforme de la matrice hexagonale et qui doit donc être éduqué par le pape. La lettre E hexagonale est la seule à avoir une symétrie dans ce signe du bélier. Il est sa seule structure fiable. La stature du pape est encadrée par 2 piliers. Voici le rectangle du carré qui contient la lettre E. La lettre hébraïque He signifie l'haleine, ce qui sort de la bouche. Sous sa forme hexagonale, E contient la lettre F ici en rouge, la lettre du souffle F. Voici l'haleine qui sort de la bouche. Elle est la parole enseignante du pape, la force formatrice des phrases du pape. Son enseignement est appuyé par ses 2 doigts qui forment aussi un F, lequel est dirigé vers la droite. Il est prolongé par les plis de sa manche, comme le souffle de l'haleine qui montre la direction à suivre. La triple croix papale reprend curieusement la lettre E latine. Elle était à l'origine la crosse du berger, lequel est le gardien du troupeau de moutons, une forte référence au signe du bélier, ce signe étant le seul à porter la lettre hexagonale E. Bé, bé, bé. L'amoureux est indécis entre 2 femmes. De la gauche à droite, ou de la droite vers la gauche, oh, et puis non, de la gauche vers la droite. Et ainsi de suite, jusqu'au sillon de la bourre, ici en jaune, une référence au sillon de la Vierge, déesse des cultures,
signe porteur de la lettre hexagonale V. Ainsi, le nez démesuré de la femme de gauche indique la diagonale fermant le signe de la Vierge. La carte L'amoureux s'appelle aussi les deux routes. Il est à un carrefour, devant deux directions possibles. C'est que Vave se prononce V ou bien OU, donnant ainsi la lettre W. Alors voici une variante, le V au-dessus et le OU en dessous. La verticale tracée par le rouge de la robe de la femme de gauche, fermant le signe du bélier. Voici l'hésitation de l'amoureux entre le OU, lourd et aqueux du bas, et le V du vent aérien. Il ne sait pas où il va, si ce n'est par la direction de la flèche au-dessus de sa tête. Par contre, le chariot, lui, il sait où il va. Il est dans un cadre solide et bien carré planté sur deux roues, les chevaux rappelant le signe du Sagittaire ou de lettre Z. Ce cadre est dynamique. En voici la lettre Z de la flèche rapide comme l'éclair. Zaïn signifie en effet la flèche. Les deux chevaux regardent dans la même direction, telle la barre en travers de la lettre Z. Deux lunes divergentes sont sur ses épaules. Elles semblent écartées par une flèche séparatrice qui remonte. Voyez ce graphisme de deux lunes divergentes qui se répètent. Encore une grande coïncidence. Le Z Tifinagh rassemble deux lunes divergentes. Comme la flèche du Sagittaire rassemble les deux pinces du Cancer lunaire. Entre les chevaux, il se dessine une grande croix de diagonale. Voyez comment les museaux correspondent au triangle du signe de la Vierge. La justice est la seule à se présenter bien de face, bien assise. On y retrouve le parfait équilibre de la lettre bien ronde, le O à l'œil rond bien ouvert. Le O hexagonal exprime parfaitement la simplicité symétrique d'un large plateau qui retient. On distingue un troisième plateau, comme pour signifier trois coupelles. Les voici réunis dans le soleil, parfaitement équilibrés et axés avec ces trois triangles identiques. L'assise très solide de la justice est conforme au tempérament du taureau. La vache sacrée maintient entre ses cornes le disque solaire, lequel est franchement dessiné sur le front de Dame Justice. Le graphisme de la lettre phénicienne Het en reprend la forme carrée. Het signifie la barrière, l'enclos du bétail, ce qui contient le cheptel de bovins, symbole antique d'une grande richesse. Les deux mamelons rappellent qu'il s'agit de la vache nourricière. La justice est en effet une femme. Tête signifie le serpent, ce qui explique les formes sinueuses de la canne et des replis de son manteau. En voici la sinuosité parfaite de la lettre S hexagonale. La lettre T est l'axe vertical et le serpent s'y enroule, ce qui explique la synergie des lettres T et S. Tout se passe comme si les lettres hébraïques Tet et Samek, soit T et S, avaient échangé leur signification, puisque Samek signifie le support. En fait, c'est T qui est le support, l'axe vertical, le poteau, et S est le serpent qui y monte, le serpent se confondant avec le tronc de l'arbre. L'allure générale de l'ermite est verticale, comme la lettre T. La verticalité est soulignée par les plis de son manteau. La roue de fortune exprime le hasard. Sa roue, aux 6 rayons, résonne avec la matrice hexagonale.
La roue de fortune est un instrument du hasard, comme le dé du battleur. Yod signifie le germe. Sa fragile tige sort de terre et s'expose aux intempéries. Le germe tente sa chance avec incertitude. La finesse du son strident « i » en exprime assez bien l'esprit. Le « i » tend timidement vers un point haut. C'est la partie montante de la roue. Yod se prononce aussi « j ». Le « je » est un son réservé, qui retourne vers le fond de la gorge. Il forme le verso par son mouvement de retour vers le bas. Le verso est le signe de l'initiative et des idées nouvelles, qui sont encore soumises en fait aux aléas et au hasard. Le sphinx qui culmine semble être indifférent au hasard de la roue. Il est au point culminant de sa force, bien axé sur un plateau, l'épée au poing. Il est la force, concentrée, le K ici en rouge. I se dresse vers le plateau de la force K. Mais I est timide et incertain. Il retombe par la lettre V, lettre de l'indécision de l'amoureux. Le bélier qui en résulte est en effet impulsif et éphémère. Il s'épuise vite. Son allure est trop asymétrique. Alors vient la force de Kaf, lettre qui signifie la main représentant la force d'action. Le lacet qui ferme la poitrine est une suite de petits losanges. Celui qui relie fortement les deux lettres K dans les Gémeaux. Les deux lettres K sont analogues alors aux deux mains qui s'unissent ou se séparent, comme des frères jumeaux. La force de la lettre K est dans le croisement du chapeau. Le lion hexagonal est parfaitement fermé sur son centre. En voici le fruit rond de la lettre O. La force de frappe K se concentre suivant l'axe de la lettre T pour s'introduire dans la gueule du lion, c'est-à-dire dans la lettre O. La lettre K casse la coque dure pour accéder au fruit solaire. C'est l'image de la noix de coco avec les lettres K et O. Il ouvre ainsi la gueule du lion qui en montre ses dents à l'image de la denture que présente la bordure de la coque brisée. Voici la lettre fermée, le O solaire ici en rouge, qui s'ouvre en devenant la lettre la plus ouverte, le A. O, A. On obtient le Verseau, signe opposé dans le zodiaque au lion. K ouvre le O en le mettant KO. Le pendu est retourné comme la langue se retourne dans la bouche pour prononcer le son L. La lettre L évoque la légèreté, ce qui est suspendu comme le linge au fil. Dans son retournement, il en a perdu la force de ses mains qui sont alors liées derrière son dos. Le pendu possède deux lunes à ses poches, la lune étant un astre dont les pointes de son croissant se retournent. Le cancer hexagonal, signe lunaire, dessine une porte, un cadre dans lequel le pendu est attaché. Le pendu croise ses jambes en quatre, comme l'empereur associé à la lettre Dalet, qui signifie d'ailleurs la porte. Autant l'empereur est stable sur sa pierre cubique du taureau, autant le pendu est dans une position inconfortable suspendu à son cadre, le cadre de la porte. La lettre B est aussi en forme de 4, et comme par hasard, B complète la lettre L dans la balance. La balance étant un outil qui suspend des plateaux. Ainsi, le pendu ballotte. Bleu, 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 bleu. Le pendu est attaché par un nœud. Avec la lettre N, la balance forme ce nœud. La balance bascule. Lorsqu'elle se relâche et s'ouvre, voici la rune Manase,
la lettre M de la matrice, de la maman, de la mère. Alors, dans ce retournement, vient le silence du murmure. La lame sans nom, la mort. Le taureau, porteur de la lettre M, imbriqué dans son image retournée, meurt. Il disparaît dans la terre froide de Saturne du Capricorne au simple hexagone sans croisement, sans nuance. Le taureau, qui portait entre ses cornes le fruit solaire, la lettre O, l'obscurcit, le transformant en la lettre N de la négation. Alors apparaît la déesse de la nuit, la balance aux lettres nasillardes M et N. Elle est celle qui nomme dans l'obscurité, ceci avec les lettres nasales M et M. La couronne rayonnante est coupée de sa masse noire et cubique par la faux de la mort. Ainsi la tête et les 4 membres des petits personnages sont séparés du tronc massif et rectangulaire de la lettre M. Ceci pour une nouvelle naissance. Le squelette a la forme de la lettre hexagonale F, ainsi que la faux qui en exprime la force de Mars. F est dans les signes de Mars, masculin, le scorpion et le bélier, en opposition à la lettre M qui est dans les signes de Vénus, féminin, le taureau et la balance. Ainsi la mort de la lettre M porte son opposé, la lettre F, opposition manifeste dans l'organon. Par la faux, par la lettre masculine F, la matrice féminine M de la mort en devient androgyne. Ainsi, tempérance n'a pas d'article de genre. Cet ange androgyne est entre le masculin et le féminin, entre la droite et la gauche. Il verse le contenu d'un vase dans l'autre. Il en symbolise les échanges droite-gauche, la tempérance entre l'excès d'énergie du masculin et l'immobilisme du féminin. Le courant droite-gauche est exprimé par l'étirement horizontal de la lettre N hexagonale. Sa robe clairement séparée en deux montre les deux côtés. À droite, le côté est rouge, masculin, avec le terrible scorpion. À gauche, le côté bleu est féminin, avec la sensible balance. Le passage de la balance au scorpion passe par l'étoile à 5 branches, une fleur de rose inscrite sur le front de tempérance. Les ailes de l'aigle du scorpion sont celles de l'ange tempérance. On les retrouve plus discrètes dans la déesse de la nuit, la balance Istar. Nun est une vibration sur la surface de l'eau, les vagues, comme le montre l'hiéroglyphe pour la lettre N. Cette vibration traverse en travers l'organon. Le diable bleuté est d'allure aquatique, avec ses pattes de batracien. Il est comme un poisson sortant de l'eau. Le S est la lettre du serpent, animal aquatique et ondulant. Ainsi les deux queues en S des petits personnages se rassemblent pour former le signe des poissons, 2 losanges attachés par un fil. Voici les 2 yeux dans les seins du diable, ainsi que les 2 personnages liés par le fil ondulant S, fil qui forme au final la lettre OU, OU et S étant dans le signe des poissons. Les 2 yeux en haut sont alors unifiés en bas. Nous avons déjà vu cette notion entre la lettre OU double et O unique dans d'autres vidéos. Voyez cette relation avec l'œil unique qui rassemble le regard des 2 petits personnages. À croire que c'est l'œuvre du diable que de renverser les 2 petits personnages qui plongent en fait dans les douves du château, dans la rivière. Plouf! Ouh! Dans les profondeurs, ils disparaissent. Haïng signifie en effet la source. Sa lettre dessine une fourche qui est double.
mais il désigne aussi l'œil unique. Voici le soleil, l'œil unique et parfait, la maison de Dieu ou des deux yeux. L'œil unique domine les deux yeux. Il s'ouvre de la lettre O à la lettre OU, comme la tour foudroyée aux trois fenêtres. Het signifie la construction, l'échafaudage. Il s'ouvre en devenant aspiré, la lettre H. L'étoile s'appelle aussi le Toul, mot qui signifie la source. En breton, Toul signifie le trou, notamment le trou d'eau. La lettre P est celle qui pique, qui perce la terre pour en faire jaillir la source. Si Aïn avec la lettre OU est la source, alors P en est le trou dans la terre pour la faire sortir. P sort du OU comme une houppe ressort au-dessus de la tête. OU et P sont complémentaires dans le bélier, lequel porte aussi la lettre F. Ainsi, la lettre hébraïque F se prononce P ou F. En haut, une grosse étoile, telle Sirius, qui est la plus brillante du ciel, est encadrée par cette étoile. Cet encadrement rappelle la lune Perthos, pour la lettre P, la rune de la femme accoucheuse. Le cancer est le signe de la mère accoucheuse. Cette maman porte dans ses pinces le fils Sirius. En effet, la constellation du cancer s'oriente vers Sirius, la constellation du grand chien. Ceci en passant par la constellation du petit chien. La canicule est la période de Canis, du chien, sous le signe du cancer, lequel est un signe d'eau dans la mesure où il s'affranchit de l'eau, ceci grâce à sa carapace. Le crabe est certes un animal aquatique, mais qui se caractérise par sa capacité à quitter la mer à marée basse. Le cancer symbolise donc l'assèchement. Ceci est confirmé par le buisson épineux, ardent, aux multiples épines de la lettre pointue P. Ce buisson porte un oiseau au contour épineux affranchi du milieu aqueux et gluant. Voici le petit et le grand chien clairement associés au cancer, le signe de la lune. Il garde un passage étroit entre deux tours. Tsadi est une lettre aujourd'hui disparue dans l'alphabet latin, mais qui persiste en copte où il se prononce J. Tsadi signifie une herminette, un outil pour faire des tranchées étroites. En voici l'entaille en tranchée, gardée par les deux tours des lettres hexagonales J. On retrouve la sonorité J du taureau aux deux cornes, lequel, entaillé par le milieu, devient le cancer lunaire. Ce signe porte deux triangles solaires équilatéraux. Ce double triangle contient les lettres T et S de Tsadi. Ts. Le cancer est une écrevisse dans un bassin, dans le vase du Verseau. Ce bassin en épouse le contour, ici en rouge. Le soleil est bien de face, et bien entouré de son rayonnement pointu, comme le centre du scorpion qui épouse la face du soleil, c'est-à-dire ses deux yeux, son nez et sa bouche. Les deux jeunes garçons sortent de leur bain, à l'image de la lettre P qui sort de la lettre OU dans le bélier. Fée se prononçant aussi fée. Voici les deux souffles feu qui se maintiennent hors de l'eau. Ils sont sortis du bassin de la lune, des lettres J. Voici une larme du soleil. Kof signifie la hache. Elle frappe de face pour fendre en deux, coupant le fil d'attache des deux losanges, séparant alors les frères jumeaux, lesquels se ressoudent dans un losange unique. Voici le signe des Gémeaux. Kof signifie aussi la face de singe, les frères jumeaux étant alors analogues à deux petits singes. Le singe des Gémeaux porte deux lettres K. Ceci fait comprendre la prononciation de Kof en K. Kof faisant alors double emploi avec Kaf. Voyez les losanges qui terminent le mur. Dans le zodiaque,
Les carrés du taureau sont chapeautés par les losanges des Gémeaux. Voici la construction du mur fini. On arrive en effet à la fin du tarot. Le jugement dernier éprouve la résistance avec la lettre du roc, le R. Une trompette est un tube creux qui débouche avec un large pavillon, reprenant ainsi la suite Capricorne, Verseau, Gémeaux, Cancer de la tige de l'organon. Il se trouve que ces 4 signes ont des formes hexagonales sans contact direct avec le centre de l'hexagone. Ils sont alors creux comme la trompette. Coïncidence incroyable. Par opposition, les signes du tombeau carré traversent le point central. Ils ne sont pas creux mais pleins de ce point. Au milieu de la trompette, il y a un curieux drapeau qui dessine une croix, laquelle s'inscrit en fait dans un losange. Il est comme par hasard au niveau des Gémeaux. Le signe des Gémeaux est associé au bras, aux 2 mains Kaf, qui agissent sur les ouvertures de la trompette. Le Aleph étant la lettre de l'ouverture opposée au Kaf, lettre au point fermé. Nous avons déjà vu que la lettre K coiffe la lettre A. Voyez l'emplacement des mains correspondant aux lettres K. Comme pour le battleur, le visage rond de l'ange s'inscrit dans un simple hexagone. Du tombeau jaune, solaire en somme, sort le ressuscité porteur du disque solaire, lequel se place juste sous le pavillon lunaire. Cet ensemble reprend avec beaucoup de précision la disposition de l'organon. Verseau et Gémeaux pour les mains agissantes, Kaf. L'ouverture du pavillon pour le Cancer, signe ouvert de l'accouchement. Le tombeau allongé de la base qui contient le signe des Poissons, d'où la couleur bleue du ressuscité. Et enfin, à gauche le côté féminin, et à droite le côté masculin. La lettre hébraïque Shin vient de Su-Hen, le dieu de la lune noire, de la lune effilée. Le mat porte en effet cette lune aux canines effilées, ce qui le rapproche du chien, celui qui lui mord les fesses. Shin signifiant en effet la dent, le croc. Shin se prononce ch, un R déphonétisé qui devient chuintant en ch, resh. Voyez un de ces crocs qui correspond si bien avec sa canne penchée exactement à 60 degrés. Le regard vers le ciel du mat suit la même direction que celui du chien. Regarde-t-il vers Sirius, courbant son coude à la renverse? Les grelots qu'il porte sont des petites cloches dont le centre matérialisé par une bille est libre, ce qui rappelle que le Cancer est le seul des signes à avoir lâché le centre de l'hexagone, à être parfaitement creux et ouvert, ce qui explique la notion de lâcher prise pouvant mener à la folie, à l'errance. Voici clairement la lune au croc acéré. Elle apparaît en effet quand le soleil se couche sous l'horizon. Quoi de plus logique que de terminer par la resplendissance du soleil avec les lettres T et O. T est l'axe du monde, le totem, la loi. Son fruit, le O, est commun au taureau et au lion, les 2 signes fixes du bas. La mandorle de laurier correspond à merveille avec les proportions hexagonales, comme d'ailleurs la carte elle-même. La jeune femme porte le bâton à droite et le cercle à gauche, matérialisé par une bourse. Cercle du côté ange-taureau, c'est-à-dire Verseau-taureau, et bâton du côté lion-aigle, c'est-à-dire du côté lion-scorpion. Voici donc les 4 signes fixes. Le bâton T est du côté masculin, lion-scorpion. Le fruit O est du côté féminin, du taureau. Le feu est du côté masculin. La terre est du côté féminin. Le bois est en bas, le métal est au-dessus. Voici la balance de la nuit, celle qui coupe le bois avec le métal, signe opposé au soleil. Ainsi, la femme dans la mandorle est la déesse de la nuit, déesse de la justice. Elle forme un 4 avec ses jambes.
Voici la lettre B de la balance. Son écharpe flotte légère au vent. Voici la lettre L qui complète la lettre B. Curieusement, le taureau ne possède pas d'auréole, comme pour insister sur le triple O du lion solaire. L'ange Verseau donne le bois à l'aigle Scorpion, le feu de l'aigle Scorpion donne le feu au lion solaire, le lion solaire donne la terre à l'ange Verseau. Le taureau, lui, reste alors à l'écart de cette trilogie, de par son métal. La roue du tarot est axée par le couple de lettres AK formant le Verseau. Ceci a déjà été vu avec le chapeau du battleur et de la force. Nous allons découvrir comment la roue du tarot s'organise suivant cet axe AK. La ligne horizontale qui croise AK est UV, un rappel de W. La vue double de l'amoureux rejoint l'œil unique de Aïn. La tour foudroyée et l'amoureux présentent la même particularité, soit un coup de foudre venant du ciel, soit sous forme de flèche pour l'amoureux, ou soit d'éclair pour la maison Dieu. Le complexe UV devenant W est encadré par l'enseignement du pape, la lettre E ici en rouge. Voici le signe du bélier complet. En face du pape, il y a l'étoile, avec les lettres P et F en rouge qui complètent la lettre E. P s'inscrit aussi dans le bélier. P complète le OU au-dessus de lui, encore le bélier. En considérant le Vav comme un F, la lettre phénicienne Vav se prononçant en effet V ou F, il y a aussi complétude avec le E dans le bélier. Voici donc le bélier bien représenté dans cette zone de 4 lames de part et d'autre de l'axe AK. Encadrant la force, I et L présentent la montée fragile du I qui redescend en se relâchant par la lettre L. I et L se complètent dans cette forme de cerf-volant. I monte, L retombe. Il. Ce cerf-volant indique une organisation particulière dans la roue du tarot. Il rassemble les lettres à axe de symétrie verticale. À droite, les lettres O et T forment le lion. À gauche, les lettres M et N forment la balance. Décidément, la balance de la nuit complète le lion solaire du jour. Le soleil est du côté ascendant de la roue. La balance est du côté descendant de la roue. Toujours de part et d'autre de l'axe AK, le diable et le chariot se complètent avec les lettres S et Z, le serpent et la flèche qui se rencontrent en fait dans le signe de la Vierge, laquelle a la maîtrise du serpent. S s'associe avec le OU, de la même manière que le Z s'associe avec le V. L'angle crochet, ici en rouge, dans le bélier complète le S OU en bélier et VZ en vierge. Une fois le crochet rouge enlevé, la forme restante du bélier se décompose en P à gauche et en E à droite. Voici une adéquation parfaite des deux signes sans axe de symétrie, le bélier et la vierge, lesquels ont la lettre V en commun. Vav signifie en effet le clou, la cheville. La cheville fixe les signes asymétriques, donc turbulents. Cette région du Vav qui se prononce V ou OU est la plus éloignée de l'axe AK, la plus fragile en somme, la plus venteuse avec la lettre V et la plus insondable avec la lettre des profondeurs OU. Les lettres F et G se font face, voici le Scorpion. Les lettres J et D se font face, voici le Taureau. Il y a le même phénomène en haut, mais de façon croisée. Étonnante symétrie. Voici les formes hexagonales des lames du tarot selon la matrice hexagonale.
À gauche, les Gémeaux sont un double R. À droite, le Sagittaire est un double B. La pierre d'émeraude en haut s'ouvre. Alors apparaît le Verseau à droite, composé de 2 lettres J, I et J, et le Cancer à gauche, composé de 2 lettres L. L'axe AK est tellement fortement contrasté entre la lettre très détendue A et la lettre très contractée K qu'il s'ensuit une très forte attirance. Ceci provoque une invagination analogue à celle du fœtus. Entraînée par la rotation de la roue, cette invagination prend la forme d'un tourbillon en point d'interrogation autour du Aleph initial qui occupe la place centrale. Voici la grande déesse en écusson. Elle réunit 3 familles de lettres en 3 quadrilatères différents. Un quadrilatère rectangulaire qui constitue le grand cadre solide, un quadrilatère en barque qui constitue une croix, un quadrilatère en cerf-volant qui constitue la partie volatile. Le chariot rectangulaire sur la terre, le navire en trapèze dans l'océan, le cerf-volant aérien. Selon la tradition hébraïque, Aleph est d'avant le commencement. Il est ici au cœur de la déesse. L'alphabet commence vraiment avec Bet, la maison, le temple qui contient la mémoire ici inscrite dans la terre. Cette mémoire constitue le passif de l'aventurier, son karma. Bet est tourné vers le monde intérieur. Guimel trône au-dessus du battleur. Il représente son ambition de grandeur, sa mission dans le vaste monde. Guimel est tourné vers le monde extérieur. Dalet est la rigueur restrictive, le gardien. Dalet signifiant la porte. Au-delà, l'aventurier quitte son domicile. Le pape donne les derniers avertissements avant de quitter le village, avant de quitter la partie interne de la déesse. L'amoureux, à la sortie, est devant un choix, entre 2 routes. C'est la première fois qu'il est exposé au monde extérieur. Vav est la lettre du vent, de la sortie à l'air libre. Le chariot est un militaire conquérant. Il remonte avec énergie, rapide comme la flèche Zayn. La justice en mesure les effets en récupérant les fruits de la victoire. Het, la barrière, entoure jalousement les acquisitions matérielles du monde extérieur. L'ermite continue la progression, mais avec mesure et sagesse, en respectant la loi. Il sait avec sa lanterne qu'il se dirige vers un monde sombre et incertain. Il pressent la futilité du monde extérieur. La roue de fortune résume la première montée sur le flanc droit de la déesse, l'acquisition d'une fortune éphémère. C'est Yod, la poussée du germe vers la lumière vive. La force est au point culminant de la capacité d'agir, prêt à basculer. Avec la Mède vient le retournement et l'acceptation du lâcher-prise. C'est l'entrée dans la descente. Même la mort immobilise complètement toute volonté d'action externe, car l'heure est venue d'une transformation interne. Nun est le refus volontaire du monde externe pour continuer sa descente vers son fondement profond. Le diable accélère la chute. La tour foudroyée en est la chute finale, l'atterrissage qui permet de rentrer en contact avec la base profonde. Avec l'étoile arrive la découverte de la source profonde d'auto-régénération. Fée relève la tête vers l'ascension interne. La lune est le passage étroit de la porte entre 2 tours qui mène au cœur de la déesse. L'entrée dans la galerie. Le soleil est au summum de ce retour, tout près du centre. Le jugement signe l'arrivée. Il est le dernier stade, la gloire. Puis un nouveau cycle recommence avec le point d'origine, avec l'Aleph primordial.
le point neutre. Ainsi, la roue du tarot est en 4 phases. Du battleur à l'amoureux, c'est la préparation intérieure, l'instruction. On y retrouve les grands personnages, le pape et la papesse, l'empereur et l'impératrice. De l'amoureux à la force, c'est la réalisation dans le monde extérieur, matériel. Le chariot conquérant, la justice, la loi et le hasard de la fortune. De la force à la maison de Dieu, c'est la chute apparente, une mort volontaire pour rejoindre sa véritable base, son énergie véritable. Le retournement du pendu, la mort, la négation de par la lettre N, le diable et enfin la destruction de la maison qui paraissait pourtant si parfaite. De la maison Dieu au battleur, qui pourrait être le monde ou le mat, c'est la conquête interne, la recherche intérieure. Pour cela, voici l'aide des grands luminaires, l'étoile Sirius, la lune et le soleil, pour finir par l'appel de l'ange. C'est la résurrection du jugement. Cette conquête interne aboutit donc à une renaissance, à une régénération. Aleph est à l'apogée intérieure, la maîtrise du monde interne, qui ne se voit pas. C'est un magicien, un battleur. Et Kaf est à l'apogée extérieure, la maîtrise de la lumière solaire, du lion, le dompteur. O est la lettre du fruit, du oui. N est la lettre du non. La justice équilibre les deux plateaux. La tempérance établit un échange. Ces deux lames opposées exposent la relation entre la gauche et la droite. Il y a une foudre qui descend du ciel dans la maison Dieu comme dans l'amoureux. La relation OU et V est évidente. L'ermite est un vieillard qui va vers la mort. Ces deux personnages se font face. Le diable se tient debout bien de face, comme le personnage du chariot. Ils conduisent tous les deux un attelage. Entre eux, il y a un effet de ciseaux. Sez. Nous avons vu que l'impératrice est en fait l'empereur, un dirigeant masculin comme le pape. Leur stature assise de face, bien encadrée, présente une légère orientation vers la droite par le simple regard. Ils en indiquent la direction du parcours à suivre de la grande déesse. Nous avons vu que l'empereur est en fait l'impératrice, un dirigeant féminin comme la papesse. En signe féminin d'intériorisation, elle regarde vers le point de départ, vers l'origine. La similitude en forme de 4 des lettres B et D est spectaculaire. La notion de fragilité et de basculement, de renversement de situation est évidente entre la roue de fortune et le pendu. Les sonorités légères et fines I et L vont bien ensemble. La force au milieu de cette fragilité culmine sur la roue de fortune par le sphinx. Le soleil exprime une émanation supérieure de vibrations lumineuses. Le jugement exprime une émanation supérieure de vibrations sonores. Dans la matrice hexagonale, F est l'opposé de lui-même et R est l'opposé aussi de lui-même. Dans la partie supérieure de la grande déesse, on réunit les lettres parfaites, avec un axe de symétrie verticale. A et K sont des opposés, M et T sont des opposés, O et N sont aussi des opposés. Dans cette structure très solide, voici en V les lettres du cerf-volant, les lettres dépourvues d'axe de symétrie, ce qui leur donne un caractère très dynamique, volontaire, comme deux cornes avec les lettres D-I-B-L-E, diable, pourrait-on dire, qui ont pour racines R et F. Le côté droit est émetteur. Il est poussé par la force du souffle forcé F de la lettre F, ce qui provoque la poussée vers le haut de la lettre I. C'est la manivelle de la roue de fortune. Le côté gauche est récepteur. Il intègre dans la masse, dans la caverne de l'ours, provoquant une dépression et un lâcher
avec la lettre L du pendu. Entre ces deux tendances, la force K résiste. Le côté gauche, féminin donc, reçoit le fruit de ce travail par les lettres qui roulent. Rebelle, de la boule qui roule. En voici l'enfant intérieur. Le soleil est à la montée du grand jour. Le vase du Verseau est plein de force, avec Ij de Yod et K de Kaf. La balance, avec ses lettres LMN, fait basculer le vase. L'eau se répand dans l'océan des poissons avec les lettres S et U. Cette histoire se passe donc entre le soleil rassurant du jour et l'océan sombre abritant le terrible Léviathan. Cette histoire se passe entre l'œil unique de la justice et l'œil double de la maison aux deux yeux. Entre le soleil unique au zénith et l'océan qui s'étale dans l'horizon infini, l'atmosphère est représentée par les deux signes d'air, le Verseau et la Balance. Comme par magie, ce sont les seuls signes à avoir un pentagone interne, ici en orange. Le pentagone du nombre d'or, symbole de la vie portée par la rose sur le front de la tempérance, la lettre N, la dernière à plonger dans l'océan des poissons, la lettre hébraïque Nun signifiant justement les poissons. Ainsi, le tarot nous invite à accepter de plonger notre soleil d'apparence pourtant si brillante dans notre océan inconnu, à le sacrifier pour y renaître en un nouveau soleil, le soleil de Koph. En voici le sens du baptême. Pour cela, la déesse de la nuit, la Balance, nous guide. Elle est en effet inspirée par la grande déesse du tarot, celle qui se trouve au cœur de la carte le monde, celle qui est capable d'ouvrir la gueule du lion pour nous montrer l'entrée du chemin qui mène au cœur du château de la Belle au bois dormant. Au plus beau de sa jeunesse, à sa plus grande force, la Belle au bois dormant s'est piquée sur la pointe fine du Yod, du I, du rouet de la roue de fortune, et elle a basculé dans un sommeil profond, enfouie dans le château entouré de ronces, c'est-à-dire de rosiers sauvages aux 5 pétales. Alors elle est partie dans un sommeil de 100 ans, soit 10 fois 10 ans, ou pourrait-on dire de 10 lames du tarot, les lames de K, le numéro 11, au monde, le numéro 21.